J'ai commencé à sentir que je perdais mon identité, que la personne que j'appelle Clay, la personne qui m'a amené ici, celui qui s'est porté volontaire pour cette prison, car c'était une prison pour moi, ça l'est encore. Ce n'est pas une expérience ni une simulation, mais une prison gérée par des psychologues plutôt que par l'État. J'ai été surpris, vous savez, j'ai été consterné de pouvoir agir d'une manière si totalement inhabituelle, à laquelle je n'aurais même jamais rêvé de me livrer. Pendant que je le faisais, je n'éprouvais ni regret ni culpabilité. Ce n'est qu'après que ce comportement a commencé à m'apparaître et que j'ai réalisé que c'était une partie de moi que je n'avais jamais vraiment remarquée auparavant. De nombreuses personnes ont étudié le pouvoir et son influence sur autrui. Une étude intéressante consiste à observer comment nous, en tant qu'êtres humains, obéissons facilement aux ordres de quelqu'un qui semble être une figure d'autorité. Que cette personne ait réellement un poste d'autorité ou non. Un exemple apparaît dans le film « Arrête-moi si tu peux », inspiré de la vie de Frank Abagnale, qui a volé des millions de dollars dans les années 1960 alors qu'il était adolescent. En falsifiant des chèques et en prétendant exercer des métiers, Frank s'intégrait dans un milieu professionnel en affirmant simplement « Je travaille ici ». Tant qu'il portait le bon uniforme, personne ne doutait de lui. Par exemple, il s'est fait passer pour un pilote pour voyager gratuitement dans le monde. La plupart du temps, il ne pilotait pas réellement les avions, mais il lui arrivait parfois d'en avoir la responsabilité, et dans ce cas, il se contentait simplement d'activer le pilote automatique. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a commencé à faire cela à l'âge de 16 ans. Il était assis dans le siège du pilote d'un avion, sans licence ni expérience, alors qu'il n'était encore qu'un gamin. On lui faisait confiance grâce à son uniforme et son assurance. Il a supervisé des médecins dans un hôpital en prétendant avoir étudié à Harvard, alors qu'il était trop jeune pour acheter de l'alcool. Frank Abagnale a finalement été arrêté à l'âge de 21 ans et a fini par purger environ 4 ans de prison, une peine relativement courte pour les crimes qu'il avait commis. Je parle de l'histoire de Frank car elle est fascinante. Il avait très peu d'expérience dans quoi que ce soit, mais cela n'avait pas d'importance car une fois qu'il a fait semblant de mériter le pouvoir, il a réellement obtenu du pouvoir. Mais ce sont mes amis, mes pères, qui me disaient « Tu sais, tu es le seul gars qui entre dans une banque en plein Manhattan. Tu n'as aucun compte là-bas, tu ne connais personne. Derrière un bureau, on te dit « Ton chèque. Moi, mes chèques sont bons. Si j'entrais dans cette banque, ils ne le prendraient même pas. Tu entres, ils ne réagissent pas. Plus tard, des journalistes diront que c'était à cause de mon éducation. Manière, tenue, apparence, façon de parler, c'était très facile. Ainsi, une fois l'argent épuisé, j'ai continué à écrire des chèques. » Le pouvoir peut être dangereux. En 1961, le psychologue Stanley Milgram a mené une expérience à l'université de Yale qui a donné des résultats horribles. L'idée de l'expérience était qu'un participant était l'enseignant, un autre était l'élève et le troisième était un homme en blouse blanche qui dirigeait l'expérience. Ce qui devait se passer, c'est que l'enseignant lisait des paires de mots à l'élève, puis demandait à l'élève de les mémoriser. Il répétait ensuite un mot après un moment et demandait à l'élève de donner le mot associé. Si l'élève oubliait la paire, l'enseignant devait lui administrer une décharge électrique. Les décharges augmentaient en intensité à chaque fois, commençant par un niveau essentiellement inoffensif et se terminant par une quantité d'électricité potentiellement mortelle. Du moins, c'est ce que pensait l'enseignant, alors qu'en réalité, il n'y avait aucune décharge, et l'élève était un acteur complice de l'expérience. L'expérience débute. Même si l'enseignant ne voit pas l'élève, dès que les décharges augmentent, l'acteur crie et demande à sortir. La plupart du temps, les enseignants paraissaient là mal à l'aise et sollicitaient l'homme dirigeant l'expérience pour obtenir des conseils. L'homme disait toujours quelque chose comme « Woshioji ». Veuillez continuer ou il est absolument essentiel que vous continuiez. Dans 2/3 des cas, l'enseignant donnait ce qu'il croyait être une décharge mortelle à l'élève. Je ne supporte pas la douleur, laissez-moi sortir. Je ne tuerai pas cet homme.
Qui sera responsable s'il lui arrive quelque chose? J'assume toute responsabilité ici. Continuez, s'il vous plaît, 375 heures. Je pense qu'il est arrivé quelque chose à ce monsieur. Il ne répond pas et criait. Avec moins de volontaires. Pouvez-vous vérifier s'il va bien? Cette expérience nous a montré que la plupart des gens font presque entièrement confiance à une personne perçue comme une autorité. Même si cette personne vous demande de nuire à quelqu'un, c'est effrayant. Pourtant, 35% ont exigé que cela cesse. Et la plupart des participants semblaient très mal à l'aise avec les rôles qui leur avaient été attribués. C'est très probablement parce que les personnes qu'ils pensaient de blesser étaient donc perçues comme des êtres humains innocents qui n'avaient rien fait pour mériter cette punition. Mais que se passerait-il si on vous disait essentiellement de croire qu'ils n'étaient pas innocents, même s'ils le sont? Et si on vous demandait de punir des personnes qui ne faisaient que jouer le rôle de criminels? Eh bien, les résultats sont bien différents et nettement plus sombres. Nous arrivons maintenant au sujet principal, l'expérience de la prison de Stanford. Cette expérience a été menée en août 1971 par Philippe Zimbardo en utilisant des étudiants universitaires comme sujet. Un nombre important de personnes ont été interrogées pour participer et 24 personnes ont été sélectionnées. Ils ont été choisis car jugés les candidats les plus sains et stables mentalement pour l'expérience. L'idée était simple. Des étudiants jouèrent les gardiens ou les prisonniers. Les gardiens devaient veiller à l'obéissance des prisonniers. Ils devaient enlever toute individualité aux prisonniers et leur faire ressentir leurs conditions, sans les attaquer physiquement. Philippe Zimbardo jouait à la fois le rôle du scientifique responsable de l'expérience et celui du directeur de la prison improvisée, qui se trouvait au sous-sol du bâtiment de psychologie de Stanford. L'expérience devait durer 2 semaines, mais elle n'a duré que 6 jours. Les résultats de cette expérience sont arrivés si vite et soudainement que cela semblait dénué de sens. Les résultats étaient terrifiants et ont montré à quel point il est facile pour l'humain d'adopter n'importe quel rôle. Lorsqu'on le leur demandait « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Nous voulions demander « Que se passe-t-il si vous prenez des personnes bonnes, normales, en bonne santé, des étudiants intelligents? Que se passe-t-il si nous les mettons au mauvais endroit? La bonté l'emporte-t-elle sur un lieu néfaste ou la situation finit-elle par corrompre les gens bien? » Et la réponse était la seconde. Donc l'expérience a commencé et le premier jour était relativement normal. C'est essentiellement la phase d'établissement de l'expérience où chacun prend son rôle. Le premier jour, il est normal qu'il ne l'ait pas pris au sérieux. Néanmoins, certains sujets pensaient clairement que les gardiens détenaient plus de pouvoir que les prisonniers. Cela a joué un rôle énorme dans la première réaction majeure que l'expérience a suscitée. Un des personnages clés était un gardien nommé Dave Eshelman, surnommé en plaisantant John Wayne par les prisonniers. Cependant, comme il avait pris l'expérience très au sérieux dès le début, cela n'était plus drôle quand il est allé trop loin, dès le 2e jour. Les gardiens ont découvert au réveil que les prisonniers de la cellule 1 avaient bloqué la porte avec leur lit. Les gardiens ont violemment attaqué les prisonniers avec des extincteurs, enfreignant l'une des rares règles à respecter. Après à peine une journée, il était évident que les sujets de cette expérience adoptaient leur rôle bien plus rapidement que ce que quiconque avait imaginé. Fait intéressant, la première réaction est venue des prisonniers, comme si le sentiment d'infériorité face aux gardiens les avait poussés à agir. Ils ont voulu se rebeller contre cette idée, bien qu'elle soit une fausse narration. Tous étaient des étudiants stables de la même université. En très peu de temps, ils ont été convaincus de leur infériorité face aux gardiens, ce qui explique sans doute leur effondrement rapide. Mais la réaction des gardiens est également intéressante, car ils ont réagi violemment dès le début, comme s'ils croyaient vraiment qu'ils étaient les plus puissants et méritaient un certain niveau de respect. C'est à peu près à ce moment-là qu'un des gardiens a suggéré une forme d'abus psychologique, où ils offriraient aux prisonniers qui ne se montraient pas violents de meilleures cellules que le reste des prisonniers, où ils seraient traités avec des choses comme des repas plus copieux,
Cette torture psychologique a fini par jouer un rôle énorme dans l'expérience. Ils l'ont utilisé pour briser chaque sujet. Par exemple, les prisonniers se voyaient attribuer des numéros et devaient répéter ces numéros encore et encore. Sur ordre des gardiens, ils étaient isolés, essentiellement dans un placard plongé dans le noir. Ils étaient sans cesse réveillés la nuit et forcés de nettoyer les toilettes à main nue. Cette méthode pour briser l'esprit des prisonniers était efficace car ils rentraient dans le rang, mais à quel prix ? Ce qui est étrange, c'est à quel point les gardiens étaient prêts à faire cela après si peu de temps. Ces participants ne semblaient pas penser qu'ils étaient des sujets d'une expérience dans leur esprit. Ils étaient un des gardiens jusqu'à ce qu'une figure d'autorité leur dise qu'ils ne l'étaient plus. Le problème, c'est que la seule personne qui avait l'autorité de crier « stop » jouait elle-même un rôle. Philippe Zimbardo jouait peut-être le rôle du directeur de la prison, mais il tombait rapidement dans ce rôle et le prenait aussi au sérieux que tous les autres participants. Je me laisse entraîner, je me fais aspirer de la même manière que les étudiants. D'une part, cela démontre la puissance de l'expérience. D'autre part, cela signifiait que j'ai permis à l'expérience de durer trop longtemps. C'était un moment clé de l'expérience, où les frontières de la réalité se sont estompées et les freins avaient été coupés. La seule personne qui pouvait arrêter l'expérience était maintenant quelqu'un qui croyait qu'elle devait continuer. Nous passons à l'un des prisonniers les plus importants de ce test, essentiellement l'étincelle qui a déclenché bon nombre des premiers incidents, le prisonnier 8612 Douglas Corpy. 8612 était le chef de la rébellion initiale. Il était assez évident que cette hiérarchie avait eu un impact sur son bien-être mental, car après seulement un jour, il a demandé à partir. Zimbardo a décidé de répondre en tant que surintendant, plutôt qu'en tant que scientifique. Il a dit à Douglas qu'en donnant des infos sur les autres prisonniers, les gardiens seraient un des plus indulgents avec lui. Il lui demandait surtout d'être un mouchard. C'était déroutant car Douglas avait demandé à partir, sans qu'on lui dise qu'il pouvait. Il est retourné voir les autres prisonniers et leur a annoncé qu'il ne pouvait pas partir, ce qui était une idée difficile à accepter. Ce petit malentendu a été un tournant majeur dans l'expérience. Les sujets avaient désormais vraiment l'impression d'être en prison, car le chef de leur petite rébellion leur avait dit que c'était le cas. « Oh, laissez-moi sortir, vous ne pouvez pas sortir d'ici. » Le prisonnier 8612 est revenu dans sa cellule, décidé à sortir d'une prison où il se sentait piégé. Il a alors feint la folie. Il a commencé à crier et à divaguer, à jurer et à hurler qu'il était fou et qu'il devait être libéré. Au départ, il semblait plus probable que ce soit une tentative de partir plutôt qu'une vraie crise mentale. Avec le temps, cette comédie s'est muée en véritable état d'esprit, mêlant panique et impuissance. Je ne sais pas, il faut que j'aille voir un médecin, n'importe quoi. Je veux dire, je brûle de l'intérieur. Tu ne comprends pas, je n'en peux plus, je suis perdu. Je veux sortir maintenant. L'expérience n'avait commencé qu'il y a 36 heures. Le prisonnier 8612 a été libéré à cause de cela, ce qui a peut-être été l'une des seules choses humaines qui se sont produites pendant cette expérience, mais aussi l'une des dernières. 8612 est sans doute resté le moins longtemps, mais son rôle a été crucial comme chef d'une rébellion ratée. Symbole d'espoir vite disparu, il s'est éteint en se disant fou. Il a aussi dit aux prisonniers qu'il n'y avait pas d'issue. Et surtout, il était un exemple du pouvoir que détenaient les gardiens. En seulement 1 jour et demi, leur torture psychologique avait fait traverser à un homme mentalement stable plus d'émotions que la plupart des gens ne jugeraient possible. Les gardiens le savaient aussi, car avec le départ du prisonnier 8612, il y eut un changement soudain dans l'extrême torture que subissaient les prisonniers. Ces tentatives de briser l'état mental du sujet allèrent devenir considérablement plus horrifiantes. 416, puisque tu as les mains en l'air, pourquoi ne pas jouer à Frankenstein? 293, ou être un Frankenstein en haillons?
Reste ici, 416, marche comme Frankenstein et dis que tu aimes. 298, lève-toi mon frère. Je t'aime, Joe Nancy. Je t'aime, Joe Nancy. Tu es intelligent. Je suis content que tu retrouves la température. L'expérience a continué, ainsi que le harcèlement et la quantité écrasante de travail que les prisonniers étaient obligés de faire. Outre la révolte du prisonnier 8612 qui a pu en inspirer un autre, le prisonnier 819 a barricadé sa porte le 4e jour. Ici, nous pouvons voir une réaction plus immédiate de la part des gardiens. Ils l'ont bien sûr puni, mais ils ont aussi décidé de faire aux autres détenus des tâches inutiles dans le but de les pousser à se retourner contre le prisonnier 819. La première rébellion a provoqué une réaction chez les autres détenus. Ils l'ont soutenu dans une certaine mesure, mais cette fois, les gardiens ont veillé à ce que cela n'arrive pas. Le prisonnier 819, se sentant isolé, a demandé à partir. Pendant qu'il s'en allait, les gardiens ont réuni tous les prisonniers. Pour répéter, le prisonnier 819 a mal agi. Cela a provoqué une réaction intéressante. Le prisonnier 819 a fait une mauvaise chose. Le prisonnier 819 a fait une mauvaise chose. Le prisonnier 819 a fait une mauvaise chose. Quand j'ai compris que 819 pouvait entendre, je me suis précipité dans la pièce et j'ai trouvé un garçon en pleurs hystériques. Tandis qu'en arrière-plan, ses co-détenus scandaient qu'il était un mauvais prisonnier et qu'ils étaient punis à cause de lui. 819 a dû se rappeler qu'il n'était pas prisonnier. Une fois l'esprit clair, il a décidé de partir. Avec 2 prisonniers partis maintenant, l'expérience avait besoin d'un remplaçant, Claire Ramsey, qui allait devenir connu sous le nom de prisonnier. 416 a pris la relève et c'était la première fois qu'un étranger voyait vraiment ce qui se passait. Il est compréhensible que 416 ait immédiatement demandé à partir. Il était très probablement dans un état de confusion totale quant à la façon dont une expérience pouvait aller aussi loin en seulement 4 jours, car l'expérience avait besoin d'un autre prisonnier pour continuer. Zimbardo, toujours surintendant, a dit à 416 qu'il ne pouvait pas partir. Dave Eshelman, qui était essentiellement devenu le chef des gardiens à ce stade, a soumis 416 à un harcèlement et à une humiliation intense afin de s'assurer qu'il comprenait à quel point tout cela était réel. Bien que 416 ait été obéissant pendant un court moment, il s'est rapidement rebellé contre la nature vicieuse des gardiens et a commencé une grève de la faim. Cela a marqué les gardiens, surtout Eshelman, alors rarement confronté à de la résistance. Il a jeté 416 en isolement et a forcé les autres prisonniers à frapper à la porte et à lui dire que c'était de sa faute. Cela est arrivé quand ça n'a pas marché. Eshelman a dit aux autres qu'ils pouvaient lui donner leur couverture et il libérerait 416. Un seul des 4 prisonniers a accepté, obligeant Clay à rester plus longtemps. C'était un aspect intéressant de l'expérience. 416 avait sacrifié ses repas parce qu'il voulait se rebeller contre ce qui arrivait aux autres prisonniers, et pourtant les autres prisonniers ont refusé de faire un sacrifice similaire pour lui. Cela montrait la différence entre quelqu'un présent depuis un jour et quelqu'un ayant vécu tous les effets de l'expérience. Le 5e jour s'est terminé et 4 autres prisonniers se sont effondrés et ont été libérés. Le 6e jour a commencé et peut-être que le personnage le plus important de cet événement est arrivé. Et cela parce qu'elle n'avait absolument rien à voir avec l'expérience. Christina Maslock était une étudiante diplômée et sortait avec Zimbardo à l'époque. Lorsqu'on lui a montré ce qui se passait, elle s'y est immédiatement opposée. Au début, Zimbardo était en colère, mais il a fini par reconnaître son erreur et a annulé l'expérience. En y repensant, j'ai eu un comportement épouvantable. C'est vraiment trop horrible à voir. Pourquoi cela vous fait-il du mal d'y penser? Vous voulez dire que les gens sont ainsi? Oui, j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais vécu. Nous pensons qu'il existe un noyau humain empêchant les bonnes personnes de mal agir et leur permettant de surmonter les mauvaises situations. L'expérience de Stanford montre comment de bonnes personnes placées dans un lieu néfaste révèlent qui l'emporte. Le triste message, c'est que l'endroit maléfique l'a emporté sur les bonnes personnes. Beaucoup de prisonniers ont été laissés mentalement marqués après cette épreuve.
6 jours ont suffi pour les faire se sentir complètement vaincus. Et pour les gardiens, la plupart ne voulaient pas que l'expérience s'arrête, même si cela impliquait de torturer d'autres humains. Un tiers d'entre eux a montré de vraies tendances sadiques. Tous étaient jugés mentalement stables, pourtant chacun a craqué d'une façon ou d'une autre. Les gardiens ont abusé de leur pouvoir, et les prisonniers ont fini par obéir à tous leurs ordres. Philippe Zimbardo croyait vraiment qu'ils étaient des prisonniers et s'est obsédé par son rôle de chef de prison. La seule personne qui a pu mettre fin à cette épreuve n'avait rien à voir avec l'expérience elle-même. Cela n'a pris fin que lorsqu'une personne extérieure a observé la situation. Pendant 6 jours, gardiens, prisonniers et Philippe Zimbardo sont restés piégés dans une fausse réalité qu'ils avaient créée. Le pouvoir et l'autorité nous entourent, et le monde fonctionne selon une hiérarchie tacite à laquelle nous avons tous consenti. Nous suivons parfois les conseils d'un médecin, d'un policier ou d'une célébrité, sans réfléchir si c'est vraiment la bonne chose à faire. Cela peut nous guider, mais aussi nous égarer, ce qui est le plus effrayant avec l'autorité. Cela peut nous mener n'importe où. L'expérience de la prison de Stanford a été l'une des expériences les plus controversées de son époque. Certains l'ont qualifiée d'inhumaine, d'autres de torture. Mais une chose que cette expérience nous a apprise, c'est que l'autorité, lorsqu'elle est seule mal utilisée, peut complètement transformer une personne. Nous avons essentiellement appris la dure réalité que la plupart des gens peuvent être persuadés de commettre des actes mauvais, même s'ils ne sont pas eux-mêmes de mauvaises personnes. Peut-être que nous ne devrions pas avoir peur des gens à cause de ce qu'ils pourraient rendre faire, mais plutôt à cause de ce qu'on pourrait leur dire de faire. Merci d'avoir regardé le premier épisode de La face cachée de toutes. Donc ce sera une série web où nous allons examiner les éléments effrayants et troublants qui existent dans tout, de la musique au film en passant par les événements réels. C'est très long à réaliser. Donc je vais essayer de créer environ un épisode par mois. L'objectif est de réaliser une première saison complète d'environ 10 épisodes d'ici la fin de 2017. Toutes les vidéos, musiques et sources utilisées dans cet épisode seront listées ci-dessous. Merci encore pour votre temps. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.